C'est magnifique. Ron Branco, bonsoir. Bonsoir. Et je pense que le moment ultime de cette compromission, ça a été le moment où sa veuve, Nadia Marik, qui travaillait à Sciences Po, qui l'avait recruté à Sciences Po, il avait été dans son jury de concours de l'ENA, il avait fait l'ENA, ils s'étaient mis ensemble. Cette femme me dit, pour construire en fait, par cette solidarité de corps, mais physiquement, elle me donne rendez-vous dans le nord de Paris, un endroit que je ne connaissais pas. Elle me dit, il faut que tu viennes, etc. Parce qu'elle m'a appelé quasiment juste après sa mort pour me dire, voilà, il faut qu'on se voit, Richard est mort, etc. Et elle m'amène, et en fait, je me retrouve au crématorium de Paris, et je la vois avec quelqu'un qui est en train de pleurer dans ses bras. Et cette personne que je connaissais vaguement, dont Descoings m'avait beaucoup parlé, s'appelle Laurent Bigorgne. Et en fait, je décris dans le livre comment Laurent Bigorgne a été une des clés de l'ascension de Macron au sein des petites élites parisiennes, dans la phase de cooptation avant qu'il devienne président de la République. Et je vois pleurer, etc. Et je me demande ce que je fais là. Et cette femme, Nadia Marik, m'amène dans une salle et elle me montre le corps de Richard Descoings. Et alors là, moi, à un moment, j'avais 22 ans, enfin, je suis complètement troublé par je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Et je lui dis, mais... Et évidemment, comme ces fonctionnements de cours produisent des effets assez incroyables, et donc pendant un moment, il y avait eu des rumeurs comme quoi j'avais été l'amant de Richard Descoings, qui avait en fait une double vie. Il était par ailleurs homosexuel, et je pense très amoureux de sa femme. Il avait l'amant de Guillaume Pépi, ça s'est été écrit après par la suite, le PDG de la SNCF, qui était l'homme de sa vie. Et il avait donc cette double vie comme ça, et je pense qu'il y a eu une confusion à un moment, on a cru que j'étais son amant. Et donc à un moment, je me dis, mais merde, elle pense que j'étais son amant, enfin, et qu'elle m'amène là. Et en fait, j'ai compris beaucoup plus tard que c'était pas du tout ça. C'était qu'elle voulait absolument tenir le clan qui risquait de s'effondrer et qu'il avait constitué, par peur que sa mort provoque ça, et s'assurer que rien ne sorte et rien ne filtre de ce qui s'était passé. Et en fait, il fallait en passer pour ça par des stratégies comme ça de pénétration dans l'espace intime, qui allait sidérer les interlocuteurs et s'assurer qu'ils resteraient là. Ensuite, elle me demande de faire l'hommage au nom des étudiants à Richard Descoings. Donc je me retrouve à l'église Saint-Sulpice, un endroit où il y avait toutes les élites du pays qui s'étaient réunies, devant 500 personnes, tremblant, traumatisé parce que je parle à des personnes qui pensent que j'étais l'amant de Descoings. En tout cas, c'est ce que je pense, à 22 ans, vous voyez. Enfin, moi, j'avais une histoire d'amour avec une femme depuis des années. Enfin, il y a un événement extrêmement traumatique. Ces réseaux-là, je vais les voir se mettre en place pour se mobiliser en fait pour défendre leur candidat à partir de 2014, un certain Emmanuel Macron qui, sorti de nulle part, va être propulsé par cet espace technocratique, par toutes ces personnes qui avaient essayé de m'absorber entre 2007 et 2012 parce qu'ils considéraient à tort ou à raison que j'étais un des plus brillants peut-être de cet espace-là et que j'avais peut-être aussi la jeunesse suffisante pour me laisser absorber sans me rendre compte. Et en effet, quand j'ai travaillé pendant un an pour Descoings, je ne comprenais pas, j'avais accepté, heureux qu'on me fasse cette confiance, mais sans comprendre que toutes les flatteries, etc., et tout était instrumental, avait un objectif, c'était de m'absorber pour me faire servir le système, un système qui n'avait qu'un intérêt, c'était de défendre ses propres intérêts. Ses propres intérêts et non pas une idée, servir en fait leurs ambitions pour avoir une place dans l'espace social, etc. Ce qui faisait qu'ils pouvaient passer de la gauche à la droite, de la droite à la gauche, sans aucune difficulté. Et en fait, cette découverte intime du fonctionnement de ce qui deviendrait le « en même temps » d'Emmanuel Macron, de ces différents personnages clés, Descoings qu'il connaissait depuis 2004, Laurent Bigorgne qui est devenu entre-temps le président de l'Institut Montaigne, qui est l'institut de lobbying du CAC 40, qui produit des études à foison pour essayer de former l'opinion publique pour les amener à des réformes en faveur des grandes entreprises, tout en donnant l'impression qu'ils sont neutres, et qui a été mobilisé pour servir l'élection d'Emmanuel Macron. Toute une série de hauts fonctionnaires, Jean-Pierre Jouyet, surtout, qui est un personnage cardinal que je décris dans le livre. Je ne vais pas revenir en détail sur son parcours, mais qui est extrêmement important pour comprendre comment est-ce que quelqu'un comme Emmanuel Macron a pu se retrouver à son âge propulsé à de telles fonctions sans s'être jamais confronté au suffrage universel ni à une quelconque forme de contrôle démocratique. Jean-Pierre Jouyet, qui est marié à Brigitte Tépinger, qui est l'héritière d'une des plus grandes familles industrielles du pays. Et donc j'ai découvert ces sortes d'espaces comme ça, où on a essayé pendant quelques années de m'intégrer dans les GRAC, Bernard Spitz, qui a essayé de me draguer, qui a fait partie des personnes qui ont essayé de propulser Macron. On m'a amené au Havre pour l'inauguration d'une stèle en hommage à Richard Descoings, organisée par qui? Par Édouard Philippe. Le maire du Havre à l'époque, qui était donc celui qui avait fait recruter à Sciences Po sa femme en échange des subventions. Enfin, vous voyez, donc c'est don contre don en fait qui se mettait en place. Et ce que je raconte dans mon livre, c'est comment de nombreux interlocuteurs m'ont raconté dès le début, Emmanuel Macron rentre dans le piège de la flatterie.
C'est-à-dire qu'il va croire en effet qu'il est un génie, qu'il est quelqu'un de particulièrement brillant, comme on a essayé de me le faire croire, moi, très jeune. Et il va en fait ne pas se rendre compte qu'en rentrant dans ce système, il va devenir l'agent des personnes qui le propulsent, non pas parce qu'il croirait dans l'absolu du génie d'une personne, etc., mais parce qu'il voit bien que cette personne-là va leur être utile pour défendre leurs intérêts, qu'il est suffisamment naïf, etc. Donc ce petit jeune qui arrive d'Amiens avec sa femme qui va devenir professeur à Franklin, un lycée privé de la rive droite où tous les héritiers de Paris, de la bourgeoisie financière et de l'ancienne aristocratie parisienne se regroupent pour ne pas être dans le public, pour ne pas être mêlés avec des personnes qui seraient des manants, des personnes qui n'apporteraient pas suffisamment en termes de dot sociale, en termes de capital économique, symbolique ou autre. Qui ne sont rien. Des gens qui ne sont rien. Mais vous allez voir, en fait, tout ça s'emboîte de façon assez fascinante. Cette femme va y rencontrer il va y éduquer les enfants de Bernard Arnault, ce qui va lui permettre de rencontrer Bernard Arnault, ce qui va lui permettre de présenter Bernard Arnault à Emmanuel Macron. Bernard Arnault qui va être un des principaux soutiens de Macron. Il va dîner une fois par semaine avec Emmanuel Macron quand celui-ci devient ministre de l'économie, et va se mettre en place, va se mettre en branle une machine qui va amener au pouvoir quelqu'un qui n'en avait pas forcément ni les capacités ni l'envie fondamentale, je crois, sans autre raison que celle de préserver un système qui était en train de s'effondrer, parce que les candidats du système étaient chacun les uns après les autres en train de chuter, et qu'il fallait absolument trouver une solution de rechange avant que la rupture se mette en place. Justifier le fait que cette personne émerge du jour au lendemain. Donc on a commencé à dire qu'il avait eu un troisième, je finis là-dessus, qu'il avait eu ce qui m'a fait le plus rire dans cette opération de propagande qu'il y a eu à partir de 2015, avec l'appui de Lagardère, Niel, Arnaud, etc., c'est quand on a commencé à dire mais non, mais c'était un grand philosophe parce qu'il avait été assistant de Ricoeur, etc. Mais après, ils étaient tellement à court d'arguments qu'à un moment, ils ont parlé du troisième prix qu'il avait eu de piano au concours municipal d'Amiens. Et c'était devenu en fait la preuve que cet homme était par ailleurs un pianiste émérite, etc. C'est comme il n'y avait aucun argument démocratique, politique, de parcours de vie, parce que cette personne avait, dans sa vie, on essayait de le présenter comme le Mozart de la finance, tout ça parce qu'il avait pillé les réseaux que l'État lui avait donnés quand il était rentré à l'Inspection générale des finances. C'est quand même fascinant. L'Inspection générale des finances, qui est censée contrôler les deniers de l'État, qui est devenue une passoire pour permettre aux hauts fonctionnaires de pantoufler, pour prendre ce que l'État leur a donné et le donner au privé, à des banques d'affaires, pour que les banques d'affaires fassent du chiffre d'affaires, pour que les banques d'affaires aient des commissions dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition qui ont été faites grâce au réseau que leur amènent ces hauts fonctionnaires. Et donc ce livre présente Mimi Marchand comme l'instrument de l'ascension d'Emmanuel Macron, en disant c'est grâce à elle qu'il a eu toutes ses unes dans tous ses médias, etc. On se rappelle, c'était une opération de communication massive et soudaine, et on sait par exemple que les paparazzades qui a été faite de Brigitte et Emmanuel Macron dans Paris Match étaient des fausses paparazzades. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient organisées avec l'accord de Macron. Et donc ce livre nous apprend une information importante. C'est que c'est Xavier Niel qui, dans son palais, qui est une reproduction du Trianon de Versailles en marbre rose dans le 16e arrondissement, présente Mimi Marchand, donc personnage de grande qualité, à Brigitte Macron. Xavier Niel, qui a rencontré Mimi Marchand comment? Parce que Xavier Niel est passé par la prison aussi, à la santé. Bon, la cellule VIP, on ne met pas des milliardaires en prison sans raison. Il était soupçonné de proxénétisme, après avoir fait sa fortune dans le Minitel Rose et une série de pipe shows, de sites de pipe show, et en fait qui cachait un réseau de prostitution. Alors au bénéfice du doute, il y a une ordonnance de renvoi émise par Renaud von Runebeck, à qui Xavier Niel a rendu des hommages appuyés depuis, qui a indiqué qu'il n'était peut-être pas au courant. Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait, il y a eu une sorte d'opération qui a permis de masquer un certain nombre de preuves essentielles pour empêcher cette personne qui était déjà trop influente d'aller en prison. Donc Xavier Niel rencontre Mimi Marchand du fait de son passage en... C'est de la supputation pour Xavier Niel. Non, c'est enquêté sur des... Et c'est là la force du texte imprimé de cet ouvrage par rapport ce que vous assénez là. au texte que j'avais mis en ligne. C'est qu'il y avait toute une partie d'enquête qui était renforcée depuis. J'ai rencontré les gens qui ont été dans l'intimité de ces personnes-là. J'ai rencontré des personnes qui ont été exploitées par ces personnes-là parce que Xavier Niel, par exemple, maltraite ses employés, les paye de façon extrêmement faible et a créé en fait beaucoup d'amertume chez un certain nombre de ces personnes-là qui ont vu cette personne dotée de capitaux extraordinaires qui les réduisait en fait à des positions de misère, et ils ont voulu raconter l'envers du décor de cette machine, en fait, de cet homme qui est censé, parti de rien, avoir construit un empire, et comment en fait il s'appuyait sur toute une série de compromissions successives et de rapports
d'instrumentalisation de ces rapports avec l'État, avec les hauts responsables politiques, dont j'ai été le témoin, parce que quand j'étais jeune, en janvier 2014, avec Xavier Niel, et qu'il m'annonce qu'Emmanuel Macron veut devenir président de la République, alors qu'il n'est encore personne, juste un conseiller de l'Élysée. Donc c'est Henri Herman, les Macron Leaks, d'ailleurs, c'est intéressant, quand vous lisez les Macron Leaks, les mails qui ont été révélés de 5 conseillers d'Emmanuel Macron, vous voyez comment il est mis sur la touche progressivement une fois qu'il a joué son rôle, et une fois que d'autres personnes plus importantes comme Xavier Niel, Bernard Arnault, etc., peuvent prendre le relais. Et vous voyez en fait comment cette personne dépérit jusqu'à mourir quelques mois avant la fin de la campagne présidentielle, en écrivant des mails à des petits jeunes qui vont devenir députés, comme Pierre Persson et quelques autres, en leur disant « Mais est-ce que vous avez des nouvelles d'Emmanuel ?» Donc lui, que M. Macron prétendait être son héros, une personne qu'il avait, son mentor, etc., l'a complètement évidemment mis de côté une fois qu'il n'avait plus besoin de lui. Alors j'ai fait, alors c'est intéressant, par curiosité, j'avais fait un rallye quand j'avais 16 ans, 15 ans. On m'a invité à un rallye et j'ai vu avec les parents, les enfants, enfin ce qui est assez, il n'y a rien de spécial à raconter. Hein, c'est vraiment, on va essayer de faire s'accoupler les porteurs de capital économique, social, symbolique, etc. entre eux. Et alors qu'en plus je rajoute que de l'autre côté, quelqu'un comme Emmanuel Macron qui joue de ça à bloc, pour le coup, vraiment, et lui, contrairement à moi, pas pour se défendre, mais pour écraser l'autre, cette personne a raté 3 fois, et non pas 2 comme on le croyait. Marc Andvel, un grand journaliste d'investigation, me l'a appris, le concours de l'école normale, justement, qu'il a raté le concours de l'ENA une première fois avant d'avoir... C'est-à-dire qu'il a passé 5 ans d'affilée de sa vie, les plus belles années de sa vie, à préparer laborieusement des concours pour se faire intégrer à ce système, coûte que coûte, en fait. Coûte que coûte, son obsession, c'était d'intégrer ce système, et qu'évidemment, derrière, il n'allait pas le questionner. Une fois qu'il avait fait cet effort massif pour en être l'incarnation, comment est-ce que vous voulez qu'il prenne ses distances et qu'il dise « Mais non, mais ce système, en fait, ne fonctionne pas. Ce système ne sert pas à la société. » Cette personne n'a à aucun moment fait un geste pour servir la société. Qui croient qu'on leur doit quelque chose. Alors que ces personnes-là, c'est nous qui avons financé leurs études. C'est nous qui leur avons permis d'accéder à ces positions sociales. C'est une forme de caste, de caste corrompue, franchement corrompue. Parce que, encore une fois, quand vous êtes prêt à privatiser l'aéroport de Paris, mais non, mais c'est là où c'est la phrase la plus importante de mon texte. Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ils ont réussi à établir un système dans lequel la corruption est devenue légale. C'est ça qui est très important de dire. Ils savent faire, parce qu'ils maîtrisent les codes, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui font c'est leur fonction dans la société. C'est en tant que conseiller d'État, député, etc., de faire la loi. Et ils ont construit un système dans lequel ce qu'ils font est légal ou d'apparence légale, mais va leur permettre d'accaparer des privilèges et de mettre en place des politiques publiques qui vont aller à l'encontre du bien commun, à l'encontre de la République, de la chose publique, de la République. Ou alors qu'en tout cas, il faut que... Comment penser que cette personne-là n'aurait pas d'impact? Cette personne-là qui présente Mimi Marchand à Brigitte Macron pour une raison. C'est raconté dans l'ouvrage Mimi, et je voudrais revenir sur cet ouvrage pour vous expliquer pourquoi on a parlé. Qui présente Mimi Marchand, pourquoi? Parce qu'il voulait faire taire... Brigitte Macron était paniquée sur les rumeurs d'homosexualité de son mari. Ces rumeurs, à l'époque, qui tournaient dans le petit Paris, et elle avait peur, quelque part, dans ce que s'insinue l'ouvrage, que ce soit vrai. Et elle voulait savoir si c'était vrai. Et Niel la présente à Mimi Marchand. Qui vous a dit ça? C'est dans le livre, c'est dans le livre. Et il présente, qui vous a dit ça dans le livre? Qui m'a dit ça dans le livre? Comment? Qui a raconté aux journalistes? Je ne peux pas vous révéler leurs sources, mais j'ai parlé avec les journalistes qui ont... Non, dans le livre Mimi, pas dans le mien. Mais j'ai parlé avec les journalistes qui ont écrit Mimi, qui m'ont raconté en fait un peu les dessous de l'enquête. Et il raconte cette rencontre donc entre Brigitte Macron, Mimi Marchand et Xavier Niel. Et Mimi Marchand lui dit si ces rumeurs comme quoi il y aurait une photographie d'Emmanuel Macron avec un homme étaient vraies, moi j'aurais eu cette photographie entre mes mains. Donc cette photo n'est pas vraie, n'existe pas. De la radio Je sais pas. Et là pour le coup, ça serait bas peut-être de relancer quelque chose sans aucun élément. Voilà. Mais la question intéressante n'est pas là. C'est que Xavier Niel propose les services de cette personne pour que dans le cas où cela avait été vrai, qu'elle puisse contrôler l'information. Donc vous avez un oligarque, quelqu'un dont la fortune dépend de l'État. Parce que la fortune de Free, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas une fortune faite du néant, c'est parce qu'il a eu des licences. D'abord comme opérateur Internet, puis après comme opérateur téléphonique. Donc l'État lui a donné moyen de rentrer dans des marchés régulés qui font qu'il a une rente, qui, nolens volens, va lui permettre d'avoir de l'argent quoi qu'il arrive, en fait, et qui va permettre d'investir par ailleurs et de multiplier. Cette personne, dont la fortune dépend de l'État, décide d'aider un potentiel président de la République à éventuellement masquer une information, si elle était vraie, sa compagne, mais vous imaginez le pouvoir que ça lui donne. C'est-à-dire, imaginez que ça avait été vrai. Et Brigitte Macron, à ce moment-là, ne savait pas. Imaginez que cette personne aurait pu faire chanter le futur président de la République toute sa vie.
parce qu'il aurait su que l'information était vraie, il aurait pu décider un moment de la sortir ou pas. Et même sans faire ça, il se met dans une situation d'emprise. Et cette Brigitte Macron, qui est quelqu'un qui rentre dans l'espace parisien un peu tardivement, après qui a cette fragilité parce qu'on attaque sur son âge, on attaque sur la rumeur sur homosexualité, etc., trouve un accueil qu'elle pense bienveillant auprès de ces personnes qui disent on va vous aider, vous inquiétez pas, nana, mais qui en fait vont la mettre sur emprise. Ils vont s'assurer que ces personnes-là vont les servir de la même façon qu'ils les ont servis auparavant. On sait très bien comment Xavier Niel a eu sa licence téléphonique dans la guerre de position qui opposait Sarkozy et Fillon. On sait très bien comment Bernard Arnault a constitué sa fortune des années 80 en récupérant Boussac pour un franc symbolique de la part de l'État. Boussac était un grand groupe d'industrie textile qui avait notamment Dior, les parfums Cardin, etc., contre l'engagement de ne pas licencier des personnels ni de diviser le groupe. Il va retoucher plus de 300 millions de francs de subventions à cette fin, de la part du gouvernement Phébus à l'époque. Il va licencier évidemment 3000 personnes. Il va évidemment démanteler le groupe pour n'en garder que les grandes marques. Et il va devenir la première fortune française grâce à ce cadeau qu'a fait l'État. Or évidemment, est-ce que c'était fait de façon désintéressée? Non. De la même façon que Mitterrand avec les élites culturelles, Fabius avait un intérêt à se constituer un appui de choix au sein de l'élite économique parisienne qui, dans la foulée, aller racheter un certain nombre de médias. Aujourd'hui, on sait que Bernard Arnault est propriétaire du Parisien, il a été intervenu pour essayer de s'approprier la Tribune, etc. Il voulait ne plus payer ses impôts et partir en Belgique et profiter de sa vie tout en gérant nos actifs à distance. Et bien, cette personne-là, évidemment, va devenir l'un des principaux bénéficiaires des politiques fiscales mises en place par Emmanuel Macron, suppression de l'ISF, flat tax, etc. Exit tax pour certains de ses affiliés, CICE, qui bénéficie pour moitié aux grandes entreprises du CAC 40, dont le principal bénéficiaire est Carrefour. Bernard Arnault est le troisième actionnaire de Carrefour, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est un système qui se met en place dans lequel l'idéologie est complètement abandonnée. L'idéologie au sens noble du terme, encore une fois. C'est-à-dire comment sublimer son intérêt, comment à un moment penser au profit du collectif et pas pour soi et en soi. Et c'est amené à un tel niveau d'absurdité qu'évidemment ça provoque une révolte hallucinante et qu'à un moment, les Gilets jaunes arrivent non seulement pour se révolter contre le pouvoir économique. Si on n'attaque plus le MEDEF aujourd'hui, c'est bien pour une raison, c'est parce qu'on sait bien que ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu est dans le contrôle de l'espace médiatique, dans le contrôle de l'espace politique par ces personnes-là, par les oligarques, bien au-dessus en fait du MEDEF et des autres dispositifs de réseau qui existent dans tous les pays, qui sont finalement assez secondaires à cette fin. Et donc voilà, moi face à ça, en fait, face à cette prise démocratique, parce qu'un vote, une démocratie, enfin, si vous votez à l'aveugle, en quoi est-ce que vous êtes une démocratie ? Si on peut vous faire voter pour une chèvre, un lapin, et en vous faisant croire que la chèvre est le lapin et la chèvre, vous êtes désouverainisé. Votre vote ne sert à rien. Vous avez l'illusion démocratique, mais dans les faits, vous n'avez aucune possibilité de peser sur votre propre destin. Donc quand vous avez les élites médiatiques qui vous trahissent, les élites médiatiques et intellectuelles au sens large, et ce n'est pas un hasard s'il n'y a pas un grand intellectuel, à quelques exceptions vraiment quelques exceptions près, qui sont mobilisés vraiment franchement pour les Gilets jaunes. Pas un média, à part le monde diplomatique et le média, comme par hasard, de médias qui ne dépendent pas de ces systèmes oligarchiques. Qu'il n'y a pas un journaliste, un éditorialiste important de ceux qui accaparent l'antenne, qui est pris pied pour ce mouvement. Et qu'on ait au contraire eu tous ces dispositifs de délégitimation, les accusant d'antisémitisme, etc. C'est pas un hasard. C'est une volonté de contrôle, de reprise de contrôle social face à des individus qui ne demandent qu'une chose, un approfondissement démocratique. L'écart de perception avec le réel est tellement ahurissant qu'il confirme en fait la révolte des Gilets jaunes, le pourquoi de la révolte des Gilets jaunes. Ces Gilets jaunes se révoltent parce qu'on les a trahis, parce qu'ils étaient ceux qui croyaient le plus en le système, ceux qui étaient les fondements de la démocratie représentative. C'est eux qui ont accepté de déléguer leur capacité à parler, leur capacité à prendre des décisions, en faisant confiance à ces élites intermédiaires, députés, journalistes, etc., en leur disant « Vous, on vous donne la possibilité de faire des études, on vous donne la possibilité d'investir la matière intellectuelle de façon à ce que vous défendiez au mieux nos intérêts. On vous fait cette confiance-là. » Or, ces personnes ont trahi de façon si violente qu'à un moment, la base a dû se rebeller et dire « Mais c'est fini, on vous renverse. » Elle s'en est rendue compte parce qu'il y avait plus rien dans les assiettes. Parce que c'est allé trop loin. Voilà. Parce qu'on s'est retrouvé dans la 6e puissance mondiale, avec des personnes qui n'arrivaient pas à finir, qui n'arrivaient pas à manger, qui passaient 1, 2, 3 jours sans manger, à se retenir de manger, parce qu'ils n'arrivaient plus à boucler leur fin de mois. Au mois de décembre... Et les gens qui étaient au mois de décembre, c'est des personnes qui étaient face à un enjeu existentiel. C'est pour ça qu'ils ont débordé les Black Blocs, etc. C'était pas la révolution de salon.
C'était pas on vit sur le mode c'était des personnes qui jouaient leur vie et qui du coup étaient prêtes à aller jusqu'au bout, évidemment. Et c'est pour ça qu'au contraire, on a prépositionné un hélicoptère pour évacuer, selon la presse, Emmanuel Macron de l'Élysée. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a fait visiter le bunker anti-atomique de l'Élysée. Parce qu'au contraire des personnes qui étaient mobilisées, ceux qui étaient au pouvoir, c'est pas qu'ils avaient peur, tout le monde a peur. Mais c'est que eux avaient beaucoup à perdre et eux n'étaient là que pour servir leurs intérêts. Donc s'il fallait se barrer, ils n'ont rien à défendre, si ce n'est leur propre position sociale. Donc s'ils étaient face à un risque d'effondrement, ils partaient. Ils n'allaient pas... pourquoi vous deviendrez héroïque quand vous n'êtes là que pour servir votre intérêt? Vous allez là où votre intérêt est. S'il faut prendre un hélico et se barrer, on se barre. Et on abandonne le poste. Très bien, pas de problème. Si, en fait... Donc vous voyez cet écart extraordinaire entre ces personnes-là qui ne pensaient qu'à une chose, c'était s'exfiltrer, et qui après du coup ont mis en place toute une série de dispositifs, les primes pour les policiers. C'était génial, le moment où Macron revient de Buenos Aires, au lieu de s'adresser aux Français immédiatement, après cet acte apocalyptique, où il y a eu toutes quand même ces scènes révolutionnaires, vraiment insurrectionnelles, massives, il parle à personne, il visite les champs avec les policiers, pour une sorte de démonstration d'autorité un peu vaine, il déjeune dans une caserne, et il annonce le soir, il fait annoncer par l'Élysée des primes pour les policiers. Et après, ensuite, il s'adresse aux Français. Il a bien compris que la seule base qui lui restait, à lui qui n'était là que pour piller, c'était les tenants de l'ordre, c'était la police. Et pourquoi est-ce qu'il... Nourrir sa garde prétorienne. Et je finis là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'il annule tous ses vœux en janvier, sauf les vœux aux militaires? Sauf que c'est tellement énorme. Pour nous qui avons été conformés par tout cet espace médiatique à l'idée qu'on vit dans une démocratie réelle, etc., c'est tellement difficile de se dire, mais en fait, c'est exactement comme le régime de Ben Ali. C'est-à-dire qu'on en est là. En effet, il y avait un hélicoptère qui était prêt à l'exfiltrer et qu'il était prêt à se barrer. Il s'en foutait complètement. Enfin, vous voyez, c'est tellement énorme de penser qu'on est dans cette configuration-là qu'on censure. On se dit, mais non, sauf qu'il n'y a rien à répondre à ça, aux faits, en fait, à l'accumulation de faits évidente. C'est-à-dire que cette personne-là, au lieu d'entrer dans un rapport politique avec ce mouvement social et d'y répondre politiquement, a essayé d'y répondre en donnant quelques miettes sans à aucun moment poser la question du système dans son ensemble. Alors qu'évidemment, la seule façon de répondre aux revendications des Gilets jaunes, c'était d'abord une réforme du système qui ensuite permettrait naturellement d'amener une redistribution des richesses, à une plus grande égalité, à une réforme de la politique fiscale, etc. Non, lui, il s'est dit, on va corrompre, c'est comme ça qu'il fonctionne, on va donner quelques milliards pour les calmer, et derrière, on va jouer l'ordre. Et on va imposer par l'ordre, et on va imposer une répression extraordinaire. 3000 arrestations seulement en décembre de lycéens. De lycéens. Le mouvement lycéen a commencé à s'enclencher. 3000 arrestations, les images à Mantes-la-Jolie, des personnes, des lycéens qui sont filmés et diffusées. C'est pas un hasard si elles sont filmées et diffusées. Il y a évidemment un effet d'intimidation très fort. De la même façon que le dispositif en soi, de mise à genoux de ces personnes-là, qui est complètement gratuit, qu'on ne verrait que dans un système autoritaire, mais d'une violence extraordinaire. Comment est-ce qu'en France, on arrive à des images pareilles? Moi, c'est à ce moment-là où je décide de prendre le maquis au sens large du terme, mais de dire, moi, je ne participerai plus jamais à un système de cet ordre-là. Quand on est capable d'une telle dégradation de soi, d'une telle dégradation symbolique, mais pensée symboliquement, et qu'on fait arrêter 3000 jeunes pour empêcher que ces personnes puissent se joindre à un mouvement et manifester pour leur... 3000 personnes, des arrestations arbitraires, 9000 en tout. Il y a probablement 8500 arrestations arbitraires parmi les 9000. Qui n'ont qu'un seul objectif, intimider, écraser un mouvement social. De la même façon que les 3000 blessés, de la même façon que les 200 blessures de guerre. Les blessures de guerre, les 21 éborgnés, c'est des stratégies d'écrasement d'un mouvement politique. Un dernier mot sur Mimi Marchand. L'ouvrage dont je vous parlais, en fait, on n'est pas arrivé au bout du raisonnement. Pourquoi est-ce que Mimi, en fait, cet ouvrage est un scandale? Parce qu'il donne l'impression au lecteur, et c'est ce qui va permettre de comprendre à quel point la fabrique d'information est viciée dans ce pays. Il donne l'impression au lecteur que c'est Mimi Marchand, donc, qui a permis à Emmanuel Macron de rentrer dans l'espace public, d'être propulsé, et de faire toutes ses unes, etc. Et donc, avec une autorité de papier glacé, complètement artificielle, de s'imposer aux Français, pour après, évidemment, s'effondrer, comme une star de télé-réalité s'effondrerait, parce que à semaine X, vous l'aimez, à X plus 1, vous vous rendez compte qu'en fait, parce que c'est complètement superficiel. Et bien, ce que raconte pas Mimi, c'est que qui est le propriétaire de Paris Match et compagnie, donc de tous ces appareils de pouvoir qui sont mis en branle pour défendre Emmanuel Macron. C'est Arnaud Lagardère. Et pourquoi est-ce qu'il ne raconte pas que c'est évidemment Arnaud Lagardère et son homme de main, Ramzi Kiroun, qui était conseiller de Macron en communication, qui ont fait cette opération de communication en s'appuyant sur les outils que leur fournissait Xavier Niel, et notamment cette paparazzi, mais qui est évidemment pas capable, cette paparazzi qui n'est pas capable d'imposer une une à Paris Match. Enfin, vous voyez bien, c'est pas la pauvre Mimi Marchand qui fait lever de la victoire dans le bureau de l'Élysée quelques semaines après
l'élection de Macron, c'est pas elle qui a ce pouvoir-là, c'est évidemment les propriétaires de ces médias qui font la ligne éditoriale de ces médias. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce que l'ouvrage est publié chez Grasset. Et Grasset appartient à qui? À Hachette. Et Hachette appartient à qui? À Lagardère. Et donc vous avez des pseudo-journaux, soit médias, soit livres d'investigation, qui sont censés vous donner la vérité, qui font du scandale, exactement comme avec l'affaire Benalla, et qui en fait servent à masquer. Et en fait à cramer un clampin. Donc on se débarrasse de Mimi Marchand, on met quelqu'un d'autre à la place. Et entre-temps, là-haut, tout va bien. Que le journalisme d'enquête, d'investigation, n'est rien sans une intelligence derrière qui permette en fait d'en faire produire des effets politiques. Si vous dites qu'ils sont complètement corrompus et que vous n'en tirez pas de conséquences, vous voyez, vous créez l'impuissance, vous créez une frustration, vous faites vendre, vous fabriquez du scandale, mais du scandale qui va se recycler, qui va vous permettre en fait de maintenir le système tel qu'il est. Il y a un problème de système aujourd'hui en France. C'est pas en exposant tel ou tel pan, il faut remettre en question de façon générale le système oligarchique de ce pays. Il n'y a pas de façon de s'en sortir autrement. Aujourd'hui, on ne peut pas arriver à la présidence de la Ve République, et j'en veux énormément à des personnes comme Ruffin, Boulot, etc., de se laisser prendre dans ses ambitions en fait politiques. Donc on voit bien qu'ils essaient de masquer, etc., mais quand Ruffin fait son texte dans lequel il se met en parallèle avec Macron sur 300 pages, et qu'à deux moments, il dit « Ah, c'est difficile de résister à la question présidentielle, mais il faut que je résiste, mais je sais pas quoi, nanana ». Dès le moment que vous vous faites avoir, ou que vous rentrez dans ce rapport de vanité, dans lequel vous dites que moi, je pourrais faire mieux que Emmanuel Macron, vous comprenez rien. Enfin, vous vous désactivez, en fait. Vous aspirez cette énergie révolutionnaire ou de rupture profonde que vous avez menée toute votre vie, parce que Ruffin, c'est quelqu'un d'un courage extrême, admirable. Mais dès le moment que vous vous laissez prendre par cette sorte de petite cour qui va vous faire croire, exactement comme elle a fait avec Emmanuel Macron, qu'en fait, vous êtes particulier, que je sais pas quoi, et qu'en tant qu'individu, vous pourrez changer. Personne, en tant qu'individu, ne peut changer ce système de l'intérieur. Parce que pour arriver à cette place-là, vous allez devoir faire des collectes de fonds, vous allez devoir vous insérer dans le petit pari, vous allez devoir en fait vous appuyer sur ces dispositifs pour... Démocratiquement, c'est impossible de s'exfiltrer de tout ça. Donc, soit vous êtes sincère et vous proposez une vraie rupture systémique avec un retour à un régime parlementaire qui soit représentatif, etc., soit vous êtes en train de vous laisser avoir par une hubris catastrophante qui ne peut aller nulle part. Uramine, 1,8 milliard d'euros. Où est cet argent? De l'argent public, 1,8 milliard d'euros, 4000 emplois supprimés. Où est cet argent? Les juges d'instruction sont dessus depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a une personne qui a été détenue? Pas une seule personne. Donc vous parlez de Benalla, de cette corruption vulgaire, vous voyez, c'est le type qui abuse. Vous voyez, évidemment que c'est important de la sanctionner, évidemment que je suis là pour ça, mais je veux dire, les enjeux ne sont pas là. Les enjeux ne sont pas... Et alors quand Mediapart tente d'en faire une affaire d'État, ils mentent. C'est pas une affaire d'État. C'est pas une affaire d'État, c'est une affaire de corruption individuelle. Les affaires d'État, c'est les grosses affaires sur lesquelles Martine Orange et d'autres journalistes de Mediapart travaillent d'ailleurs. Et c'est des affaires sur lesquelles on n'arrive pas à sanctionner les personnes. Pour ce texte, donc... il faut le montrer à la caméra c'est là. Hein. Crépuscule, dont... C'est vraiment des gens qui ont pris énormément de risques. Hein, je suis tellement fier d'eux et vraiment, cet objet m'a vraiment m'émeut énormément parce qu'on s'expose énormément en le faisant, et je pense qu'on a tous conscience qu'on aura besoin d'une bascule justement pour en tirer. Et pour ce texte-là, comme il y a une grosse mise en place, je vais avoir droit à 9 000 € d'avaloir, ce qui voilà, va me permettre de tenir d'ici la fin de l'année. Et avec cette idée que pour ceux qui ne peuvent pas se le payer, du coup, on a fait attention, on a fait une couverture bosselée, il y a un anonyme, parce qu'il y a beaucoup d'anonymes qui m'ont envoyé des versions corrigées, qui m'ont envoyé des dessins, qui m'ont envoyé des... C'était magnifique, enfin, il y avait un vrai mouvement autour du texte de réappropriation, etc. Pour ceux qui ne peuvent pas se le payer, il est en ligne, quoi. Et contre Macron aussi, en ligne. C'est-à-dire que n'importe qui peut y avoir accès, et qui veut l'acheter... Combien peut l'acheter. Alors, c'est un peu cher. Comme on s'est dit, en fait, il faut qu'on en fasse un objet, donc on l'a mis à 19 €. Ce qui est pas évident, mais ceux qui l'auront auront quelque chose qui... Alors, moi, j'ai eu de la chance, je l'ai lu en avant-première. Ouais, en PDF. Alors, ça aussi, c'est une autre chose. On ne l'a pas envoyé pour l'instant. Contrairement à Ruffin, on ne l'a vraiment pas fait. Là, je sais très bien que c'est une polémique rigolote, ça n'a aucun intérêt, et au point où moi j'ai dit à l'éditeur, je ne sais pas si ça va être fait, j'aurais dit, mais si les journalistes veulent le bouquin, qu'ils l'achètent, quoi. Parce que les services presse où on les envoie à un moment, ça suffit, quoi. Enfin, il faut... Donc si tu me laisses terminer ma phrase. Oui, pardon. Donc moi je l'ai lu cette nuit, et il faut l'acheter. Hein. C'est une étude... Ou le lire en ligne. Ah, le livre, ou le lire. Mais il faut en parler,
Parce que même si on n'est pas d'accord, on peut reprocher ou quoi que ce soit, j'ai trouvé ça très bien écrit. Vraiment, vraiment, pour que je le lise d'une traite, c'est que ça valait le coup. Hein. France insoumise a-t-elle un fonctionnement démocratique? Non, et je pense pas qu'elle prétende l'avoir. Je pense que Mélenchon a bien conscience qu'il doit rentrer dans une verticale du pouvoir très forte pour pouvoir s'imposer au système et éventuellement le changer. Moi, je suis pas d'accord forcément avec la stratégie qui est suivie, c'est pour ça que j'ai pris mes distances. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Enfin, c'est quelqu'un qui a toujours été respectueux à mon égard et qui m'a donné une chance extraordinaire, qui était de me présenter à ces élections parce que c'était une aventure humaine magnifique. En fait, le résultat était vraiment pas l'enjeu. Et je pense que tous ceux qui ont participé vous le diront d'ailleurs. Enfin, c'était vraiment un truc incroyable. Et voilà, donc moi je suis pas d'accord avec sa stratégie. Moi je pense qu'il faut aller sur. Il aurait dû beaucoup plus tôt soutenir les Gilets jaunes, ce qu'il n'a pas fait. Il a eu peur, comme tous ceux qui sont intégrés au système. C'est naturel. Je pense qu'il aurait fallu être en rupture beaucoup plus tôt. Et voilà, maintenant il joue sa partition, quoi. Enfin, est-ce qu'il aura raison ou est-ce que c'est moi qui aurais eu raison? On verra avec le temps. Mais, Autre question d'Internet. Comment pourrait-on se débarrasser de cette caste très puissante? les champs. Les quoi? Les champs. Les champs? Ouais, les Champs-Élysées samedi. Je suis désolé, j'ai pas d'autres. C'est pas à pas. Comment vous dire? C'est pas. Il y a une crise systémique qui va faire qu'il va y avoir des ruptures et des bouleversements, etc. Donc moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller là où, au plus près, là où demain, vous aurez le plus de possibilités de peser. Violence. C'est à vous de décider. Et ça, c'est les Gilets jaunes qui ont décidé, les porte-paroles, Ludowski, etc., qui sont quand même des gens très modérés, contrairement à ce que le gouvernement a essayé de dire, qui cette fois ont dit, cette fois, c'est à vous de décider. Nous, ça fait 15 actes qu'on se fait mépriser, écraser, humilier, enfin 17 actes, pardon. Là maintenant, on n'est plus responsable de rien. À chacun de décider. Je pense qu'il n'y aura pas de violence. Je pense que de toute façon, la violence qui avait été mise en place par les Gilets jaunes jusqu'ici était pas du tout une violence au sens naturel du terme, enfin au sens commun du terme. La violence, c'est un signifiant creux. Un échange peut être violent, un coup peut être violent. La violence qu'ont mis en place les Gilets jaunes a touché des symboles, a touché des institutions. Elle n'a pas touché des individus ou seulement à la marge. Elle a touché des gens qui jouaient une fonction qui était de s'opposer à un mouvement social parce que le gouvernement. C'est aussi de la même façon que les violences policières ne m'intéressent pas. Le gouvernement a décidé de ne pas répondre politiquement à cette crise. Donc il a envoyé les policiers pour étouffer le mouvement. Évidemment qu'ils ne peuvent le faire que de façon violente. Donc essayer d'aller chercher si le LBD, si je ne sais pas quoi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de capacité à avoir un dialogue, une dialectique politique à ces sujets. Et ben moi, je pense que ce bouquin donne la réponse à cette question et que dès lors, violence d'un côté, violence de l'autre, c'est que le fruit en fait de cette aporie et pas du tout la question qu'il faut traiter.